Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire incroyable du trésor d'un château emblématique bien connu de la région normande. Mais ce qui l'est moins, c'est ce qu'est devenu ce trésor. Ce château, c'est celui de Gisors. Alors, reste bien devant ton écran jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre, tu n'es pas prêt pour l'entendre. Crois-moi. Et très peu de personnes connaissent la fin tragique de ce fabuleux trésor. Ces informations ont été recueillies suite à de longues recherches sur cette histoire dans l'histoire. Mes recherches m'ont fait découvrir un personnage bien connu dans le milieu historique, notamment avec ses recherches sur Rennes-le-Château. Jean-Patrick Pourtal, auteur de nombreux écrits, historien se passionnant pour les mystères dans l'histoire. Il devient une référence dans ce domaine. Cette histoire reprend donc ses affirmations et son cheminement pour apporter des réponses sur cette légende du trésor de Gisors. Laisse-moi te raconter l'histoire secrète du château de Gisors. Je ne vais pas m'attarder dans des descriptions historiques concernant ce château du XIe siècle. Si tu veux plus d'explications sur son histoire, tu peux toujours les retrouver sur différents documentaires qui t'expliqueront son passé. Nous allons commencer ici à partir de la fin des années 30, avec un certain Roger Laumois, jardinier, qui va à cette époque devenir le gardien de ce château fort. Enfant du pays, avec pas mal de relations dans le milieu clérical local, il va avoir connaissance d'une légende comme quoi il y aurait un trésor. Ainsi, Laumois va s'imprégner de ces histoires et se dire « Eh bien, comme je suis dans ce château, je vais commencer à chercher ». L'avantage qu'il avait, c'est qu'étant gardien, il vivait sur place. Et une fois que les visites étaient terminées dans le parc du château, les grilles fermées, il pouvait alors commencer ses investigations, car il était à présent tout seul, avec sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça qu'il commença à chercher les traces d'un trésor. Les années vont passer, la guerre 39-45 va s'installer et les Allemands vont occuper la ville et le château de Gisors. Malgré ces événements, Roger Laumois va continuer à faire ses fouilles et va creuser au vu et au su de tous. Et il ne sera pas inquiété, car il était assez malin. Et un beau matin, la légende va naître avec cette déclaration de Laumois en allant précipitamment à la mairie. Rentrant dans le bureau du maire et lâchant « Monsieur le maire, je viens de découvrir le trésor des Templiers ». Alors, à ce niveau-là, on ne sait pas encore si c'est une légende ou si cela est vrai. Laumois avait commencé à concentrer ses recherches dans le donjon. Il avait commencé à faire un premier puits en dégageant l'ancien puits du donjon du château. À cette époque, encore sous l'occupation allemande, il creuse et va échapper à un grave accident. Échappant de justesse à la mort de par sa corpulence, il va être immobilisé quelque temps en convalescence. Et c'est après, en 1945, qu'il va se mettre à fouiller un peu plus loin que le puits, en ayant eu des autorisations de fouilles verbales, mais rien d'écrit. Que j'avais à ce moment-là l'autorisation des monuments historiques qui m'a été donnée par M. Prager, architecte en chef des monuments historiques à l'époque. Et là, il va creuser une fameuse cavité assez incroyable, où il va d'abord descendre par une sape verticale, puis une sape horizontale et à nouveau une verticale, qui va l'amener sur un mur fait de moellons, qui sont des pierres taillées. Ce qui est étonnant de découvrir ce type de pierre à cette profondeur sous la terre. Alors il va gratter les joints de ces pierres et en les poussant, il va faire tomber ces dernières au fond d'une cavité dans un vide. Ce qu'il raconte par la suite, c'est qu'il y a un écho et finissant de dégager un passage, il va arriver à s'introduire et découvrir une chapelle incroyable. Il raconte « Ce que j'ai vu à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais, car c'était un spectacle fantastique. Je suis rentré dans une chapelle romane et ce qu'éclaire ma lumière est incroyable. 30 coffres en métal précieux, rangés par colonnes de 10. Ce sont des espèces d'armoires couchées de 2,50 m de long, 1,90 m de haut et 1,60 m de large, ainsi que plusieurs sarcophages et statues. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'il va rapporter lorsqu'il va se présenter dans le bureau du maire. Vous allez voir la suite, qu'il n'a pas complètement affabulé. Vous avez, paraît-il, découvert une crypte.
Mais vous êtes le seul à l'avoir vu puisque personne ne l'a vu. Absolument. Comment est cette crypte? Est-ce que vous pouvez nous la décrire? Oui, 9 mètres de large, 30 mètres de long et 4 mètres 50 de haut, on dirait. Et Mais comment se fait-il que personne ne l'ait vu, cette crypte? quand j'ai envoyé une lettre à la ville, on m'a renvoyé une petite lettre en me disant que si je continuais mes exécutions de détraqués, qu'ils se verraient dans l'obligation de me faire enfermer. Parce que certaines personnes vous considèrent comme détraqués? Oh, bah ça se peut bien, ça me laisse complètement froid. Oui, parce que vous avez affirmé à une certaine époque que vous étiez à peu près sûr qu'il y avait le trésor des Templiers Non, sous le donjon. Dit que je n'ai jamais parlé du trésor des Templiers. Moi, évidemment, je dis que c'est un trésor. Comme ça se trouve dans un lieu royal, n'est-ce pas? Je prétendais, n'est-ce pas, que c'était une fortune royale. Rappelez-vous, j'ai parlé plus haut qu'il avait eu des autorisations verbales concernant ces fouilles, et rien d'écrit. Et d'ailleurs, c'est ce qui va un petit peu le coincer, car lorsqu'on va commencer à lui chercher des poux dans la tête, on va lui reprocher ceci, que cela reste des fouilles clandestines et dangereuses. Le maire, donc, suite aux déclarations de cette découverte, va se déplacer et faire même venir le capitaine des pompiers de Gisors à l'époque. Monsieur le maire, vous êtes à l'origine de la découverte en 1946 du travail clandestin de l'Aumois. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez découvert ces fouilles? Après l'occupation, n'est-ce pas, en nous promenant dans le jardin de la ville, lorsqu'il a été remis à la disposition de la ville, nous sommes aperçus qu'il existait des fouilles clandestines. Alors j'en ai fait part à la municipalité de l'époque, et alors je me suis chargé de descendre pour contrôler et visiter ces travaux. Les pompiers, qui sont des personnels du génie, vont trouver complètement fou de voir ce que l'Aumois a réalisé. Et d'ailleurs, le maire va avoir cette phrase devant les pompiers. « Vous voyez, messieurs, ceci est l'œuvre d'un fou. » Et ils vont faire reboucher le trou. Suite à cela, Roger L'Aumois va être renvoyé et va perdre son logement en 1946-47. Mais il va le perdre également sa famille, parce que sa femme ne supporte plus cette histoire, ni l'environnement dans lequel il l'a fait vivre. Commence alors une vie d'errance pour Roger, dans la campagne normande, jusqu'au jour où il fera une rencontre particulière, qui va tout changer. Un jour, L'Aumois, cherchant un petit boulot, va taper à la porte d'une ferme et proposer à ses occupants ses services. La famille de Cède va alors l'accueillir. Homme à tout faire, L'Aumois va s'intégrer dans la vie de la ferme et passera du temps le soir avec les propriétaires, devant la cheminée à discuter. Méfiant au début des gens qu'il rencontre, un jour, il va parler de son passé et finira par raconter l'histoire de sa découverte au château de Gisors, lorsqu'il en était le gardien. Gérard de Cède, qui est à l'époque aussi journaliste local, se dit alors intéressé par cette histoire et va faire parler Roger L'Aumois. Suite à cela, il va publier un article en 1960 qui va commencer à faire un petit peu de bruit, en mettant en avant l'histoire des Templiers. Bien que ces derniers n'ayant vécu que 3 ans au château de Gisors, ce qui est peu finalement, mais passionné des Templiers, de Cède met en avant cette histoire templière, ce qui mettait un petit peu de piment dans l'article. Ainsi, un jour, son article va intéresser des gens. Mais quelle serait l'origine de ce trésor? Remontons pour cela au XIVe siècle. Les Templiers ont été arrêtés le vendredi 13 octobre 1307. Au matin, les hommes du roi ont pénétré dans toutes les commanderies du royaume de France et ont arrêté les Templiers. Alors, pourquoi les Templiers ne se sont pas révoltés? Eh bien, tout simplement parce que les Templiers avaient une règle du Temple qui leur interdisait de lever l'épée contre un chrétien, à moins d'avoir été attaqués par 3 fois. Et comme évidemment ils ont été pris au saut du lit, ils ont été saisis et attachés tout de suite, donc ils n'ont pas pu se défendre. Donc, ce que nous dit l'histoire, c'est que la veille du vendredi 13 octobre, le jeudi 12, les Templiers auraient eu vent de ce qui allait se passer. Et le grand maître du temple aurait fait évacuer le trésor de l'ordre du temple dans 3 charrettes couvertes de paille
et aurait pris la route allant vers l'ouest. Alors dans le concept, c'est pas idiot, puisque à l'ouest de la France, du côté de Boulogne, il y avait un port qui s'appelait le port de Eu, qui était à l'époque l'un des plus grands ports templiers, parce qu'il permettait la liaison avec l'Angleterre. Et donc c'est pas idiot de se dire qu'ils auraient pu faire fuir le trésor par là. Après, ce qui devient un peu bizarre, c'est pourquoi faire fuir un trésor par une route aussi importante que celle qui rejoint Paris jusqu'à la Normandie, car les hommes du roi auraient pu voir ce qui se passait. La version la plus probable, c'est que les Templiers, se sentant menacés, n'ont pas pu aller jusqu'au port, semble-t-il, et donc auraient caché le contenu de leur charrette au château de Gisors, dans une chapelle souterraine, et c'est ce qu'aurait découvert Roger Lemoy lorsqu'il a poussé ces fameuses pierres. Le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, voulant percer également ce mystère, convoqua son ministre de la Culture et lui dit d'envoyer des gens là-bas pour y entreprendre des fouilles en 1964. Suite à cela, le château de Gisors va être déclaré zone archéologique. Les DRAC n'étant pas encore créés, on fait venir une société privée, habituée à faire du terrassement et à descendre dans des trous. Cette société va dégager les anciens puits de Lemoy et on demandera même à Roger d'être présent ce jour-là. Ils vont commencer par dégager le premier puits vertical. Ils vont dégager la sape horizontale et vont commencer à dégager le troisième trou vertical. Et ils n'iront pas plus loin. Ils vont remonter et déclarer qu'il n'y a rien au fond malgré que Lemoy leur dit « Attendez. Au fond, vous avez dû découvrir une baramine qui est restée enfoncée. Laissez ici pour que je puisse bien retrouver l'endroit parce que j'ai tout rebouché, pour que l'on ne tombe pas sur la salle comme ça. » Ce détail est très important car l'auteur qui raconte ce récit et qui m'a permis de vous le partager possède des preuves. En effet, il a réussi à avoir les plans de ces fouilles qu'ont fait la société de l'époque. Et en effet, comme le raconte bien Jean-Patrick Portal, l'auteur de toute cette histoire, sur le détail du plan, la société précise bien qu'il y a une baramine qui est enfoncée dans le sol. La preuve à ce niveau-là est officielle et très bien détaillée. Mais il n'y a pas de suite. À partir de ce moment-là, le ministère de la Culture nous dit on a un rapport officiel. Et ils écrivent il n'y a rien à Gisors. Donc officiellement, l'affaire est close. Toutefois, quelques années plus tard, le 10 mai 1970, une excavatrice qui creusait une tranchée à Gisors mettra au jour un grand bassin en bronze contenant un trésor de 11 359 pièces de monnaie datant du XIIe siècle et frappé à l'époque où les Templiers étaient présents. Hasard ? En tout cas, le mystère reste entier, puisqu'il s'agit officiellement du seul bien de valeur retrouvé aux alentours du château. Sauf que, quelques mois plus tard, et écoute bien ce qui va suivre, car c'est le plus incroyable, il se passe une chose assez extraordinaire. Le ministre des Armées, Pierre Mesmer, à l'époque un très proche de Charles de Gaulle, décide d'envoyer le génie à Gisors. Et ça, c'est extrêmement intéressant, car souviens-toi de ce que je t'ai dit, le ministère de la Culture nous dit il n'y a rien là-bas. Donc l'affaire est close. Et quelques mois après, on envoie l'armée là-bas. Des preuves écrites rapportent qu'il n'y a eu que 12 soldats du génie qui ont été sélectionnés et triés sur le volet. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est que l'on choisisse des gens particuliers. Donc ça veut dire que l'on a besoin de gens de confiance. Et là, en revanche, le château est déclaré zone militaire. Donc là, plus personne ne s'approche autour. Plus personne ne peut passer. Circuler. Il n'y a rien à voir. Le château est alors fermé plusieurs semaines. Et les gens de Gisors racontent que des camions rentrent et sortent du château. Et c'est le génie qui va boucher toutes les cavités avec du béton. Oui, vous avez bien entendu, avec du béton. La vraie question, c'est pourquoi on a envoyé le génie s'il n'y a rien? Et pourquoi on déclare cet endroit zone militaire?
À partir de ce moment, l'affaire de Gisors est définitivement close. On n'en parle plus. Alors que s'est-il passé pour que l'on envoie le génie? Ainsi, l'hypothèse très soutenue de Jean-Patrick Pourtal, c'est que lorsque les affaires culturelles ont été faire des fouilles, à Gisors, elles sont bien tombées sur quelque chose. Si vous allez un jour visiter ce château, vous pourrez remarquer les anciennes caves de ce château qui ont été dégagées et mises à jour grâce à Roger Lemoy. Donc on peut imaginer que les affaires culturelles ont cherché également un peu partout, tout comme Lemoy l'avait fait à l'époque. Et donc la conclusion, c'est que peut-être ils sont tombés sur ce que Lemoy avait déclaré. Après, soyons honnêtes, la taille de la chapelle qu'il donne, on a du mal à concevoir qu'elle puisse être sous le château. Maintenant, on ne peut pas dire que Lemoy n'a rien trouvé. Il a bien trouvé quelque chose, mais on lui a demandé de le dire différemment. Ce qui est le plus surprenant dans tout ça, c'est que Roger Lemoy ait offert une pièce d'or à André Malraux. Donc déjà, comment Lemoy a pu accéder à André Malraux? Ça, c'est intéressant. Autre point intéressant, lors d'un tournage plusieurs années plus tard, sur le château de Gisors, par le biais d'un guide, ce dernier avoue à Jean-Patrick Pourtal qu'il y a bien une pièce sous le donjon. Elle n'est pas grande, elle fait un cube de 4 mètres sur 4 sur 4, ce qui est déjà pas mal, d'accord? Plusieurs années encore après, Jean-Patrick Pourtal revient avec un groupe pour leur faire visiter le château. Et demande à la fin, à la guide, mais pourquoi elle n'a pas parlé de la salle qui se trouve sous le donjon? Et la guide lui pose la question, mais comment savez-vous ça? Parce que ça, on n'en parle pas. Donc vous voyez, par deux sources différentes, l'information qu'a eu l'auteur de ce récit est bien réelle. Alors avec une taille comme ça, une salle de 4 mètres sur 4 sur 4, on peut mettre pas mal de choses déjà dedans. Alors est-ce que Lemoy ne serait pas réellement tombé sur cette salle justement, avec quelque chose dedans, qu'il n'a pas pu sortir parce que c'était vraiment trop compliqué? Donc ce qu'a raconté Roger Lemoy est à demi vrai et à demi faux. Le raisonnement intellectuel qu'a Jean-Patrick Pourtal, mais sans preuve, attention, c'est juste une hypothèse, c'est que pour lui, lorsque les affaires culturelles fouillent, ils ont trouvé cette salle avec tout ce qu'il y avait dedans. Sauf que eux, si les affaires culturelles avaient sorti ce qu'il y avait dedans, ils auraient été contraints de le publier et de le dire, et de mettre ça dans un musée. Maintenant, il faut savoir qu'à cette époque, on est au sortir de la guerre. Il faut redresser le pays, et l'État a besoin d'argent. Aussi, à cette époque, le seul étalon qui existait, c'est l'or. Plus une nation avait de l'or dans ses banques nationales, plus elle était puissante. Donc, dès que l'on pouvait récupérer de l'or, on le faisait. Alors, la vraie question, est-ce que l'on n'aurait pas mandaté le génie pour récupérer ce qu'il y avait, pour probablement le refondre et renflouer les caisses de l'État, ce qui serait la vérité la plus probable, mais sans preuve.